Bonjour à tous et à tous, donc bienvenue à cet Café, un horaire habituel, pour nous en tout cas, puisque nous sommes en visioconférence avec Zoé Debu qui se trouve au Canada. Zoé est docteur en histoire contemporaine. Sa recherche traite des transformations des pratiques médicales ainsi que des politiques de santé en lien avec l'utilisation de psychotropes du 19e siècle à nos jours en France. Zoé effectue actuellement un postdoctorat à l'université de Saskatchewan, j'espère que je le prononce bien, au Canada, où elle va étudier durant 2 années les évolutions méthodologiques élaborées par des femmes thérapeutes travaillant avec le LSD dans les années 1950-1970. Zoé est également membre du GFEM, groupe de recherche universitaire sur le genre, et de la Société psychédélique française, société savante de médiation culturelle et scientifique autour des psychédéliques. Je vous conseille donc fortement de la suivre de suivre ses publications sur les réseaux sociaux. Voilà un résumé rapide de qui est notre intervenant du jour, et je laisse donc Zoé prendre la parole, qui va nous raconter l'histoire des psychotropes en Occident. Merci beaucoup pour cette invitation et d'avoir accepté de décaler votre horaire pour que je puisse y participer. Je suis au Canada. Vous me dites si vous m'entendez bien, s'il y a des problèmes avec le PowerPoint. Très bien. Moi maintenant, donc le décalage horaire, c'est encore un peu compliqué des fois. Donc aujourd'hui, pardon. On va parler de l'histoire des psychotropes en Occident. Vous voyez dans mon titre, pourquoi en Occident? Parce que on va le voir. On a, nous, en tant que société, un rapport très particulier à ces substances-là et qui a impacté aussi, du coup, le reste du monde. Donc, je précise toujours bien, on va faire l'histoire des psychotropes en Occident et pas trop dans les autres parties du monde. L'autre raison, c'est qu'il y a très peu de recherches, en fait, qui sont faites en histoire sur les psychotropes. Et c'est principalement des recherches qui sont faites par des chercheurs et des chercheuses dans les pays occidentaux. Donc, on connaît aussi, en fait, assez mal l'histoire de ces produits ailleurs dans le monde. Alors, vous êtes des professionnels de santé, donc vous savez peut-être certainement tout ça, mais j'avais quand même envie de le remettre parce que des fois, quand on a une spécialisation, notamment quand on travaille avec les addictions, quand on est psychiatre ou ce genre de choses, on peut avoir l'impression que toutes les personnes qui prennent des psychotropes ont des problèmes avec ces consommations-là parce qu'on reçoit que les personnes qui ont justement ces problèmes. Et en fait, donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ONU et depuis 2006, donc ça fait presque 20 ans qu'on a ces données-là. L'immense majorité des personnes qui consomment des psychotropes aujourd'hui n'ont pas de problème avec ces consommations-là. Je trouve que c'est important à rappeler, d'autant plus que c'est des informations qui se transmettent très mal en fait dans la population générale avec le martelage médiatique qu'il y a autour des stupéfiants, notamment donc des substances qui sont illégales. Ça, c'est un autre tableau qui est très connu, qui a été fait par l'équipe de David Nutt. Zoé, je suis désolé de te couper. On a un carré noir sur le PowerPoint. Oui, c'est vous. Alors attendez, je le réduis. Là, c'est mieux? Ouais, voilà. Ok. Merci. D'accord, donc je vous le remets pour que vous ayez celle-là, pour que vous ayez les deux références si vous avez envie d'aller voir les publications qui présentent ces chiffres-là. Et donc cette étude qui a été faite en 2010 par l'équipe de David Nutt à l'Imperial College de Londres, qui montre la dangerosité des différentes substances psychotropes, et on voit qu'il y a beaucoup de substances qui sont légales dans ce tableau et qui sont plus dangereuses que plein d'autres substances qui, elles, sont illégales. Ces données-là, elles sont maintenant bien comprises par les membres du corps médical. Il y a un consensus sur ces questions-là globalement, mais ça ne se transmet pas dans la population générale. Les représentations sont très fortes encore pour craindre en fait les substances qui sont stupéfiantes par rapport aux substances qui sont légales, parce que les gens ont l'impression que s'il y a des substances qui sont illégales, c'est qu'elles sont forcément plus dangereuses et que le gouvernement cherche à protéger les individus. Donc vous voyez que l'alcool est notamment interprété dans cette étude qui date de 2018 en population générale en France, est interprété comme étant beaucoup moins dangereux que par exemple les substances psychédéliques qui pourtant ne sont pas addictives et ne causent pas d'effets secondaires. Alors, pour terminer sur cette petite introduction sur la dangerosité des produits, j'ai fait traduire pour la première fois un article de David Nutt sur l'Equasi, une nouvelle
forme d'addiction extrêmement dangereuse. C'est un article qui est très drôle, qui permet de montrer un petit peu comment on peut faire un pas de côté sur les discours qui sont produits sur la dangerosité des produits psychotropes. Donc, ça a été publié dans SWAP, c'est accessible en ligne. Je crois que je l'ai mis normalement dans la bibliographie qui va vous être adressée. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est vraiment marrant. Et je trouve que c'est un bon article à partager peut-être dans vos formations ou dans les différents endroits où vous allez pouvoir faire des interventions parce que c'est assez frappant, c'est très facile à lire, c'est court. Voilà. Alors, on va faire de l'histoire maintenant, puisque c'est ce pourquoi j'ai été invitée ici. Alors, je vous disais un petit peu en introduction, il y a très très peu de recherches qui sont faites à l'international sur les psychotropes, et en France en particulier. Donc d'abord, c'est de l'histoire qui est très récente, hein, vous voyez. Donc là, je vous ai mis les 3 grandes thèses qui ont été faites sur cette histoire en France. La première, elle date de 1992, donc c'est très récent que les historiens et les historiennes s'intéressent à l'histoire des produits psychotropes. Vous voyez que les 3 thèses qui ont été faites en France ne s'intéressent qu'à la situation en France et du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est très particulier. On connaît finalement très très mal l'usage de psychotropes par les populations du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, et encore moins, évidemment, de la préhistoire. Et puis vous voyez aussi dans les titres que la manière dont c'est traité, c'est vraiment drogue, drogué, toxicomanie. Donc c'est l'histoire négative de ces substances-là. On ne parle pas, dans ces travaux, ils parlent évidemment des usages festifs ou expérientiels, mais c'est plutôt traité du côté trafic et addiction. Alors, depuis quand est-ce qu'on consomme des produits psychotropes en tant qu'espèce dans l'humanité? C'est très 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 difficile à dater, en particulier parce que ces produits sont issus des plantes à l'origine et donc c'est périssable. On a du mal à trouver des traces très anciennes. Il y a quand même des anthropologues, des philosophes, je vous en ai mis 2 ici assez connus, qui font l'hypothèse que la consommation de psychotropes et notamment de psychédéliques, ce soit le chaînon manquant entre les singes et nous et l'espèce humaine. C'est ce que vous voyez dans la peinture d'Alex Gray, qui est un peintre psychédélique ici au milieu, avec un singe qui mangerait des champignons hallucinogènes et tout à coup qui se demanderait mais qu'est-ce que je fais là, qui je suis, qu'est-ce que c'est que ce monde, etc. Bon, tout ça ne repose absolument pas sur des données scientifiques, hein. On ne retrouve pas dans notre ADN quoi que ce soit qui puisse confirmer ces théories-là, mais c'est des théories qui sont quand même intéressantes intellectuellement, donc je vous les présente. Mais on sait quand même que les psychotropes nous ont accompagnés en tant qu'espèce depuis très longtemps. Elles ont été essentielles à la plupart des sociétés sur la Terre. Au point qu'on ne sait pas, depuis 2018, on ne sait pas pour quelles raisons les êtres humains se sont arrêtés, sont devenus sédentaires. Avant, on était nomades, et jusqu'en 2018, on pensait que les êtres humains étaient devenus sédentaires pour pouvoir cultiver des céréales qui permettaient de produire du pain, parce que tous les autres produits psychotropes ou non qu'on pouvait retrouver datés de périodes plus récentes. Or, en 2018, dans une zone qui est aujourd'hui la Syrie, des archéologues ont retrouvé des traces de bière qui sont aussi anciennes que les plus anciennes traces de pain qu'on a pu découvrir jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si les populations humaines se sont arrêtées pour produire de la bière ou pour produire du pain. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça. Elles se sont certainement arrêtées pour produire les deux, mais c'est pour vous montrer à quel point voilà, l'alcool a été importante dans la constitution de nos civilisations. Alors pourquoi est-ce que les humains utilisent des psychotropes? Il y a plein de raisons différentes. On peut les résumer dans ces 6 types d'usages-là. Donc évidemment des usages médicaux, des usages qui sont magiques, spirituels, des usages récréatifs et expérientiels, des usages militaires quand on essaye soit d'empoisonner ses opposants, ses ennemis, soit de leur donner des substances qui vont les faire parler, comme des sérums de vérité. Des usages productivistes, on va voir assez rapidement, parce que je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais on va voir comment, au 19e siècle,
les psychotropes ont accéléré, ont participé en fait au phénomène de l'accélération du capitalisme, en permettant de soutenir des nouveaux rythmes de travail qui n'existaient pas auparavant. Et puis des usages malveillants, par exemple, de pouvoir droguer une personne pour la violer. Ça, c'est aussi des usages qui, évidemment, existent et ont toujours existé. Alors, on sait qu'assez tôt dans la préhistoire, les êtres humains utilisaient des psychotropes. On sait aussi qu'ils en faisaient le commerce sur de très longues distances pour pouvoir amener les substances dans des endroits où elles ne poussaient pas. C'est le cas par exemple de la coca en Amérique du Sud, où on retrouve des traces archéologiques de coca qui sont très 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 éloignées, à des centaines de milliers de kilomètres de là où la coca pousse normalement. Et pour le cas de la France plus particulièrement, alors on n'est déjà plus dans la préhistoire, on est plutôt dans l'Antiquité, mais on a trouvé des traces de chanvre cultivée en France à l'âge de fer, donc c'est à peu près à moins 800 avant Jésus-Christ. Le fait que le chanvre soit cultivé, ça veut dire que déjà bien longtemps avant, les populations connaissaient la substance et en avaient certains usages. À partir du moment où on arrive à l'Antiquité, là, ça devient beaucoup plus précis pour les historiens et les historiennes, puisqu'on a des traces écrites, et donc on peut comprendre vraiment comment les populations utilisaient concrètement les substances. Donc évidemment, l'usage médical est le mieux documenté, parce que dès l'origine de l'écriture, eh bien, on a des traités de médecine en Chine, en Égypte, à Sumer, ici aussi, qui présentent l'usage de cannabis et d'opium notamment. Donc on peut comprendre à quelle dose, pour quelle indication ces substances étaient utilisées. En Grèce, il y a un phénomène qui s'appelle les mystères d'Éleusis, qui était une espèce de formation qui était donnée pour les grandes puissances du monde de l'époque qui venaient à Éleusis pour être initiés à quelque chose qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui parce que il était interdit de parler de ce que c'était que ces rituels d'Éleusis. Les gens qui en parlaient étaient condamnés à mort. Donc évidemment, on a très peu de traces de ce que c'était. Mais on pense qu'il y avait un usage de psychotropes qu'on a du mal là aussi on a du mal à savoir exactement ce que c'était. Mais sur ce bas-relief, ici, vous pouvez voir derrière l'homme, on voit des espèces de champignons. Donc peut-être des champignons hallucinogènes. En tout cas, c'était des rituels qui étaient faits pour que les personnes qui avaient suivi ce rituel-là n'aient plus peur de la mort. Voilà, c'était le rôle de ces rituels-là. À droite, vous avez des statuettes en forme de champignons hallucinogènes qui ont été retrouvées au Mexique. Et puis en bas, excusez-moi, je me réveille, j'ai la voix un peu cassée. En bas, on a un collier fait avec des mandragores, donc une substance qui est plutôt délirogène. Alors, je fais un petit point sur le cannabis parce que c'est une des 3 substances avec le coca et le pavot à opium à avoir été cultivée depuis le plus longtemps, l'une des substances psychotropes qui a vraiment le plus accompagné l'aventure humaine. Donc on retrouve évidemment le cannabis dans des travaux de médecine grecque. Les traces les plus anciennes de cannabis qu'on retrouve, elles sont en Chine. Là aussi, on ne sait pas très bien interpréter, hein. On retrouve par exemple dans des cimetières des gens qui sont recouverts de plantes de cannabis. Et puis ce qui est intéressant, je vous l'ai mis à droite, c'est que je vous disais, il y a très peu de recherches en histoire qui sont faites pour l'instant par des historiens et des historiennes qui sont formés, qui sont des universitaires sur l'histoire des psychotropes avant le 19e siècle. Et ce qui donne ces interprétations-là, où vous avez la déesse égyptienne Sécha, qui est pour l'instant l'interprétation, c'est qu'elle est coiffée d'une fleur en étoile, mais si vous avez déjà vu une feuille de cannabis, on pourrait quand même se dire qu'elle est surtout coiffée d'une feuille de cannabis. Donc peut-être qu'un jour, il y aura des égyptologues qui s'intéresseront plus particulièrement à l'usage de cannabis en Égypte et qui réinterpréteront le fait que la déesse de la connaissance soit peut-être coiffée d'une feuille de cannabis. Ça serait très intéressant d'avoir des documents sur ça. Alors, les connaissances liées aux plantes et aux plantes psychotropes en particulier, un peu partout dans le monde, c'est des connaissances qui sont plutôt attribuées aux femmes. Là, vous avez des représentations qui sont en Inde, en Égypte et en Grèce. Pourquoi? Parce que une partie de ces connaissances permettent aux femmes d'avoir un contrôle sur leur fertilité. Et ensuite de pouvoir provoquer des avortements. Donc traditionnellement, c'est vraiment des rôles qui sont attribués aux femmes. On a en particulier l'ergot de seigle. Donc l'ergot, c'est un champignon parasitaire du seigle qui, on le sait depuis au moins l'Antiquité, est utilisé par les femmes pour produire des avortements. L'ergot de seigle, c'est ce qui va donner au XXe siècle le LSD.
Alors on avance encore, on en arrive au Moyen Âge, et là il y a une première rupture dans l'histoire occidentale en lien avec les psychotropes. Donc avant le Moyen Âge, les populations d'Europe occidentale consomment des psychotropes, on consomme de toutes sortes, dans toutes les indications possibles. Et puis arrive le Moyen Âge où l'Église va prendre le rôle de l'institution qui régit la société, donc qui fait la loi. Et pour l'Église, l'utilisation de psychotropes, c'est forcément quelque chose qui est diabolique. Dieu nous a créés parfaits, et donc si on modifie son état de conscience avec une substance, c'est forcément qu'on essaye d'entrer en communication avec le diable, avec des démons, et donc ça, évidemment, c'est absolument condamné. L'alcool, en revanche, est autorisé, entre dans le culte, mais évidemment, on n'a pas, c'est pas parce que l'alcool entre dans le culte chrétien qu'on a le droit de consommer de l'alcool tout le temps et qu'on peut être notamment ivre, ça c'est absolument condamné aussi. Et donc pendant cette période du Moyen Âge, on va progressivement oublier ou détruire tous les travaux antiques qui présentaient l'usage des psychotropes, notamment en médecine, et on va arrêter d'en importer également. Alors c'est pas parce que l'Église dit quelque chose que les gens le font en réalité, et donc il va falloir des siècles et des siècles avant que ces préceptes soient vraiment acceptés par l'ensemble de la population. En réalité, dans les petits villages, les gens continuaient à avoir des pratiques païennes qui étaient issues donc de l'Antiquité ou même peut-être de bien plus loin. Et donc les gens n'avaient plus accès au cannabis, n'avaient plus accès à l'opium, mais avaient toujours accès à toutes les plantes psychotropes qui poussaient autour de chez elles. Et donc, on utilisait ces substances pour plein d'indications, comme vous pouvez voir, hein, pour soulager la douleur, pour faire des filtres d'amour, vraiment comme substance hallucinogène aussi, ou des produits de beauté. Par exemple, la belladone s'appelle comme ça parce que les femmes italiennes en mettaient des gouttes dans leurs yeux pour dilater les pupilles et avoir les yeux plus noirs. On considérait que c'était un signe de beauté. Donc belladone, ça veut dire belladonna, la belle femme en italien. L'usage de ces psychotropes a aussi donné lieu au mythe de la sorcière tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec cette femme qui vole sur un balai dans les airs, parce que les sorcières faisaient des rituels de temps en temps, dans lesquelles, pendant la nuit, autour d'un feu, elles se réunissaient. Alors là encore, on a très très peu de sources pour vraiment comprendre ce qu'elles faisaient, quelles substances elles utilisaient, parce que c'était des choses qui se transmettaient oralement. Mais on sait qu'elles se réunissaient, qu'elles prenaient des psychotropes et surtout qu'elles faisaient des onguents, donc des espèces de pommades dont elles enduisaient le manche de balai ou de bâton. Or, jusqu'au XIXe siècle, la culotte, ça n'existe pas. Et donc, les femmes ont des longues robes, mais elles n'ont rien en dessous. Et donc, quand une femme est à califourchon sur un balai ou sur un bâton, son sexe est directement en contact avec le bâton qui est enduit de la pommade psychotrope. Et donc, les effets psychotropes sont immédiatement... enfin, les psychotropes sont immédiatement absorbés par le corps et donc vont produire des effets très forts, en particulier quand c'est ces substances-là, comme le datura, la jusquiam par exemple, qui sont des délirogènes. Donc c'est vraiment des substances qui vont produire un délire dans lequel la personne n'est plus capable de distinguer la réalité de ce qui est produit par la substance. Et donc elles avaient vraiment l'impression de voler, elles avaient vraiment l'impression de discuter avec des esprits, et c'est cet usage-là des psychotropes qui va donner lieu au mythe de la sorcière. Alors l'alcool, du coup, rentre dans le culte chrétien, on en consomme aussi quotidiennement, en fait, à partir déjà de l'Antiquité, mais ça se poursuit au Moyen Âge, parce qu'on considère que l'eau, en particulier dans les villes, est dangereuse, donc on coupe l'eau avec du vin. Le vin est aussi bien moins alcoolisé qu'aujourd'hui, et donc comme les gens en consomment tout le temps de leur enfance, voire même dans le ventre de leur mère en réalité, il y a une accoutumance qui se crée, et donc les gens n'ont pas cette consommation quotidienne et permanente d'alcool ne conduit pas à la production d'effets psychotropes, à part si on en consomme beaucoup. Et ça, c'est, comme je vous le disais, c'est considéré comme un péché. On n'a pas le droit d'être ivre pour l'Église catholique. L'alcoolisme en tant que maladie, donc une addiction, quelque chose qui serait un problème de santé lié à l'alcool, ça n'existe pas. Ce dont on parle, c'est d'habitude, donc c'est un mauvais caractère, un mauvais comportement qui est en général plutôt attribué aux populations les plus pauvres. Donc on ne pense pas qu'on puisse guérir de ça. On pense que c'est un comportement qu'il faut modifier.
Alors, deuxième moment de très grosse rupture avec les psychotropes dans l'histoire occidentale, c'est le XVIe siècle avec la chasse aux sorcières. On a toujours l'impression que la chasse aux sorcières, c'est un moment, c'est ce qui arrive au Moyen Âge. En réalité, les sorcières sont très intégrées au Moyen Âge parce que c'est des éléments importants des communautés. C'est elles qui ont les connaissances sur les plantes. C'est elles qu'on va voir quand on a des problèmes d'amour, par exemple. Donc, c'est vraiment des personnages importants de leur communauté. Mais arrive le XVIe siècle, et là, c'est un moment de consolidation de la religion, parce que c'est le moment des guerres de religion, justement, avec le protestantisme qui apparaît. Et donc, les deux factions, le catholicisme et le protestantisme, vont rigidifier les codes religieux. Et donc, à partir de ce moment-là, il devient absolument interdit d'utiliser et d'avoir des connaissances sur les psychotropes. Donc, on va chercher les personnes qui ont ces connaissances, on va leur faire des procès et ensuite on va les brûler sur la place publique. Donc, vous voyez que là encore, c'est difficile à estimer. On a entre 50 et 100 000 victimes selon les travaux, particulièrement en Allemagne. Et c'est en général, dans leur très large majorité, c'est des femmes qui sont visées parce que donc c'est les herboristes, les guérisseuses, les sages-femmes, toutes ces femmes qui ont des connaissances sur les psychotropes qui permettent aux femmes d'avoir un contrôle sur leur naissance. Et ça, dans ce moment de rigidification de la religion et aussi du patriarcat, ça devient totalement impensable. Donc, on tue ces femmes et ces femmes ne transmettent, celles qui ne sont pas tuées, ne transmettent pas leurs connaissances à leurs filles, à leurs sœurs, aux femmes de leur entourage parce que ça devient beaucoup trop risqué d'avoir ce type de connaissances-là. Donc à ce moment de rupture, on a vraiment perdu énormément des savoirs qui étaient disponibles en Europe sur les plantes psychotropes et des savoirs qu'on retrouvera certainement jamais. Arrive le XVIIe siècle et le XVIIe siècle marque le début de la vraie colonisation, de l'accentuation de la colonisation, ce qui fait qu'on va avoir des bateaux qui reviennent du monde entier chargés de plein de substances différentes et notamment de nouvelles substances psychotropes. Sur les bateaux, il y a notamment des médecins qui partent dans ces expéditions pour aller voir quels sont les usages médicaux des populations qui sont colonisées, pour essayer de ramener des choses potentiellement pour faire des nouveaux médicaments en Europe. Et donc on découvre l'usage du tabac en Amérique du Sud, qui est à l'origine considéré comme une plante médicinale, mais qui petit à petit va être utilisé pour d'autres types d'usages. Et ce basculement va immédiatement être condamné. On a deux papes qui réclament l'excommunication des personnes qui consomment du tabac. L'excommunication à cette époque, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Ça veut dire que vous sortez de la communauté chrétienne et donc n'importe qui peut vous tuer sans aucune conséquence. Donc c'est quand même pas rien. Le tabac, il peut être fumé ou prisé. Donc prisé, c'est quand on le respire par le nez. Et vous voyez que Louis XIV aussi essaye à son tour d'interdire le tabac parce que ça salit le nez des femmes de sa cour. Alors ni les papes ni Louis XIV ne vont parvenir à interdire la consommation de tabac qui va progressivement se diffuser dans l'ensemble de la société. Alors ce phénomène-là où nous les Occidentaux, on part un petit peu partout dans le monde pour aller coloniser les gens, mais aussi pour aller récupérer les connaissances et notamment les connaissances médicales des populations qu'on colonise, c'est un phénomène qui s'appelle la colonisation des savoirs. Là aussi, j'ai pas le temps de détailler ça, mais si ça vous intéresse, il y a un livre absolument génial qui s'appelle La colonisation des savoirs par Samir Boumedienne. C'est un gros livre, c'est assez exigeant, donc si vous n'avez pas envie, si ça vous intéresse mais que vous n'avez pas envie de lire ça, j'adore Sur les épaules de Darwin, donc je vous ai mis un autre épisode ici où il explique ce phénomène à partir du chocolat. Donc comment les Occidentaux sont allés récupérer du chocolat qui était une substance utilisée de manière rituelle, spirituelle, mais aussi comme un médicament, et comment en Occident on a transformé cet usage, c'est absolument passionnant. En tout cas, donc les médecins vont en Afrique, vont en Amérique du Sud pour observer les usages médicaux des populations colonisées et éventuellement ramener les substances qui sont utilisées en Europe. Si ça correspond au modèle médical de l'époque, si la substance qui est utilisée correspond au modèle médical de l'époque, c'est bon, on va pouvoir transférer ces savoirs-là. Si ça ne correspond pas, par exemple, c'est le cas des champignons hallucinogènes qui sont décrits au XVIe siècle par les conquistadors, mais les champignons hallucinogènes, ça ne correspond pas aux représentations médicales des Occidentaux de l'époque, puisque ça produit des effets psychotropes qui sont très intenses. Et en plus, l'idée, c'est pas d'administrer les champignons à la personne qui est malade, c'est
la chamane ou le chaman qui doit consommer ces substances pour que les esprits lui disent de quoi souffre la personne et qu'elle puisse trouver les médicaments ensuite qui sont efficaces. Donc ça ne correspond pas du tout à la manière de pratiquer la médecine en Occident. Et donc dans ce cas-là, les conquistadors vont détruire les substances, vont détruire les codex médicaux qui permettent d'avoir les connaissances sur ces produits, vont tuer les gens qui ont ces connaissances-là. Et donc, à ce moment-là aussi, on va perdre énormément de savoir sur les usages médicaux, là encore, des savoirs qu'on retrouvera certainement jamais, d'autant plus qu'en Amérique du Sud, avec la déforestation, il y a des centaines d'espèces, peut-être des milliers, je ne sais pas exactement, mais il y a énormément d'espèces végétales qui disparaissent actuellement. Donc peut-être que parmi ces produits-là, il y aurait eu des plantes qui auraient permis de faire des médicaments essentiels pour certaines maladies qu'on a aujourd'hui et malheureusement, qu'on ne retrouvera jamais. En tout cas, les populations locales perçoivent très rapidement le fait que les conquistadors sont des gens horribles qui vont les empêcher d'utiliser les substances qu'ils utilisent dans leur médecine. Et donc, il y a certains peuples qui vont arriver à dissimuler ces usages-là. C'est notamment le cas des Mazatèques au Mexique, qui utilisent donc les champignons hallucinogènes et qui vont le cacher. On a quelques descriptions au début du XVIe siècle et puis ensuite plus rien. Et elles vont parvenir à cacher ces usages tout en continuant à se les transmettre jusqu'au XXe siècle. C'est-à-dire que du XVIe siècle au XXe siècle, l'Occident ne connaît pas l'usage des champignons hallucinogènes et les populations d'Amérique du Sud, qui sont pourtant totalement décimées, vont arriver à se transmettre ces savoirs-là jusqu'à aujourd'hui. Je trouve ça absolument fascinant. Alors à partir du XVIIIe siècle, la colonisation vraiment s'accentue de plus en plus et c'est aussi le siècle des Lumières. Donc c'est un moment où les médecins, les intellectuels, les philosophes vont prendre des distances avec les interprétations de l'Église, et notamment les interprétations en lien avec les psychotropes. Et donc, on va sortir de cette idée que les psychotropes sont des substances diaboliques qui permettent de rentrer en contact avec le diable, et on va poser des nouvelles interprétations. Donc, on a d'un côté des philosophes, des médecins qui vont dire c'est des substances qui sont intéressantes. Par exemple, Maupertuis, ici, qui est un des scientifiques les plus reconnus du XVIIIe siècle en France, qui dit on pourrait faire des expériences sur le cerveau, en fait, sur la manière de fonctionner du cerveau avec l'opium. Lui, il pense aussi que ça peut guérir l'opium pourrait guérir de la folie. De l'autre côté, on a des interprétations comme celle de Kant, qui est un philosophe allemand, qui, lui, va commencer à réfléchir plutôt du côté médical et de dire c'est dangereux de faire ce type d'expérience-là. Peut-être que une Vésanie artificielle, donc ça veut dire Vésanie c'est folie, peut-être qu'on peut rester dans cet état-là. On produit une folie artificielle avec les psychotropes, mais on ne sait pas si on va pouvoir revenir à la normale. Donc vous voyez qu'il y a deux interprétations comme ça qui vont perdurer en fait jusqu'à nos jours. Je regarde l'heure pour voir que je ne dépasse pas trop. Donc le 19e siècle, c'est vraiment le siècle des psychotropes. C'est le siècle où on va vraiment utiliser la plus grande partie des psychotropes en médecine notamment. On va en découvrir plein, on va en créer plein grâce au progrès de la chimie. Et l'un des premiers psychotropes à être utilisé comme ça, c'est donc le cannabis, qui est redécouvert au moment de la campagne d'Égypte de Napoléon, qui est ramené en France, et des médecins vont s'intéresser à ce produit-là, notamment Moreau de Tours, qui est un aliéniste, donc l'ancêtre des psychiatres. Et lui, il utilise le cannabis dans 3 indications différentes. La première, c'est pour essayer de soigner ses patients. Il essaye de soigner la folie grâce au cannabis. L'idée, ça nous paraît bizarre aujourd'hui, mais l'idée, c'est que en produisant des symptômes hallucinogènes, comme il les comprend, parce que le cannabis à cette époque-là est mangé, il n'est pas fumé. Donc quand le cannabis est mangé, il produit des effets qui sont beaucoup plus puissants, plus proches des psychédéliques. Donc en produisant chez une personne qui a des troubles psychiatriques, en produisant des effets hallucinogènes artificiels, l'espoir qu'a ce médecin et qu'ont les médecins de l'époque, c'est que le malade puisse se dire « Ah oui, je vois que c'est un petit peu la même chose que mes effets à moi », et donc abandonne, comprenne qu'il est fou et abandonne sa maladie. Bon, ça, c'est l'espoir des médecins de l'époque. Donc il y a cet usage du cannabis thérapeutique. Il y a aussi un usage de formation de ces équipes médicales. Ça, c'est absolument passionnant. Donc Moreau de Tours fait prendre du cannabis à ses infirmières, aussi aux autres médecins de son équipe, pour qu'ils expérimentent des modifications de l'esprit, qu'ils comprennent à quel point c'est difficile de faire ses lacets
quand il y a des couleurs ou qu'on entend des choses qui ne sont pas là. Et donc tout ça pour que l'équipe médicale soit plus empathique à l'égard des patients. La troisième indication pour laquelle il utilise le cannabis, c'est pour essayer de mieux décrire l'expérience psychotrope. Il est le premier scientifique à dire que l'expérience psychotrope est ineffable, ça veut dire que le langage est incapable de retranscrire cette expérience, mais en tant que scientifique, il a quand même envie de la décrire le plus précisément possible. Et il a conscience que sa formation scientifique le restreint dans son interprétation des effets. Donc il va organiser des soirées qui vont s'appeler le Club des Hachichins. Ça se passe à Paris, dans un hôtel particulier. Et il va inviter d'autres médecins, des intellectuels, des artistes à venir prendre du cannabis avec lui. Donc c'est des soirées qui sont festives, hein. Il y a différentes pièces avec différentes ambiances. Il y a des gens qui viennent faire de la musique. Mais c'est aussi des moments qui sont faits pour que ces intellectuels, ces artistes décrivent l'expérience avec leurs propres mots. Et donc c'est par exemple ce que va faire Baudelaire, qui se prête à l'expérience plusieurs fois et qui va ensuite écrire les paradis artificiels pour essayer de décrire l'expérience du cannabis et de l'opium. Alors, je vous disais, le 19e siècle, c'est le siècle où on découvre plein de nouvelles substances à partir des plantes, les alcaloïdes, donc on extrait les substances actives à partir des plantes qu'on utilisait jusque-là. Et on va les tester en médecine, en particulier sur les malades dans les hôpitaux psychiatriques, en particulier sur les hystériques. Pourquoi sur les hystériques? Parce que c'est des patientes qui font beaucoup de bruit. Les services d'hôpitaux à cette époque-là, ce n'est pas des chambres individuelles, c'est des grands couloirs avec des centaines et des centaines de lits. Donc quand vous avez une dizaine de patientes qui font une crise hystérique en pleine nuit, ça fait beaucoup de bruit, ça dérange tout le monde, et notamment le personnel soignant. Et donc on va chercher des substances pour arrêter la crise hystérique. Donc vous voyez que je vous ai mis un exemple ici, c'est assez rare d'avoir des photos des patientes sur lesquelles je travaille, donc j'aime beaucoup présenter Célina. Qui entre à la Salpêtrière en 1870, et à partir de 1871, on va lui administrer d'abord de l'éther, et puis ensuite du poppers, de la morphine, du chloroforme, etc. Et toutes ces substances, on ne passe pas d'une substance à l'autre, elles s'additionnent, donc dans la journée, elle prend toutes ces substances-là, plus de l'alcool qui est la boisson qu'on donne à table, mais en plus, elle vole du whisky dans la réserve. Donc voilà, elle est en permanence sous l'influence de psychotropes. Et donc ces substances, elles visent en particulier à la calmer, mais elles visent aussi à faire des expériences. Parce que ces médecins, ils se rendent compte que Célina, quand on lui administre de l'éther, parfois ça lui déclenche une crise hystérique. Donc c'est l'inverse de ce qu'on attendait, mais ça va être très utile pour les médecins qui à cette époque-là sont en train de décrire ce que c'est qu'une crise hystérique et utilisent la photographie pour ça, pour montrer les différentes phases. Or, il faut imaginer le pauvre photographe dans la salle avec toutes les patientes qui doit attendre qu'une patiente fasse tout à coup une crise d'hystérie, se plante avec son énorme appareil photo de l'époque devant la patiente et fasse des photos qui sont floues puisque la patiente bouge dans tous les sens et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc le fait que Célina déclenche des crises hystériques avec l'éther, c'est très intéressant pour les médecins. Ils vont sortir son lit, ça se voit pas très bien, mais sur les photos là, en fait, elle est plus dans sa chambre, enfin dans le couloir, elle est dans la cour de la Salpêtrière pour bénéficier de la lumière naturelle et donc avoir des photos qui sont un peu moins floues. Et on va lui administrer de l'éther pour pouvoir la photographier dans ses différentes phases hystériques. Alors évidemment, ça ne va pas avoir un effet très positif sur la pauvre Célina, qui finit par devenir notamment morphinomane. Et à cette époque-là, on ne connaît pas le phénomène d'addiction, ça n'existe pas, ça n'a pas encore été décrit. Donc au bout d'un moment, quand elle consomme trop de morphine et que ça coûte un peu cher pour l'hôpital, et bon, on va simplement arrêter de lui en administrer d'un seul coup, et elle va mourir malheureusement en 1879. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, cette histoire particulière-là, j'ai un article qui va sortir en décembre pour la raconter. Alors le 19e siècle, c'est aussi le moment où on découvre la cocaïne et puis ensuite l'héroïne, donc la cocaïne qui va permettre deux très grandes révolutions en médecine et notamment en chirurgie, puisque c'est le premier anesthésique local, donc c'est absolument révolutionnaire quand la cocaïne arrive. C'est l'une des substances qui est les plus étudiées à cette époque-là. Il y a des centaines et des centaines d'articles qui vantent les propriétés d'anesthésique local de la cocaïne. On va pouvoir tout à coup faire des opérations qui étaient totalement impossibles jusque-là, notamment au niveau du visage. Donc ça va permettre l'ophtalmologie qui était vraiment embryonnaire à cette époque-là, la laryngologie aussi, les dentistes qui rentrent dans le corps médical à cette occasion, qui étaient considérés comme des charlatans auparavant, mais comme ils vont utiliser la cocaïne, on va les faire rentrer dans le corps médical. Donc vraiment, ce moment-là de la cocaïne est très très importante pour la médecine de la fin du 19e siècle. Si ça vous intéresse, il y a un podcast que j'ai réalisé aussi
qui raconte cette histoire de la cocaïne. Et puis la deuxième révolution que permet la cocaïne, c'est la découverte de la péridurale, là au tournant du XXe siècle. C'est la cocaïne qui permet aussi de découvrir cette nouvelle manière d'anesthésier les patientes, et notamment les patientes pendant les accouchements. L'héroïne, quant à elle, s'appelle comme ça parce que c'est la substance héroïque contre la tuberculose. La tuberculose, c'est la maladie du 19e siècle, on ne sait pas la soigner, on ne pourra le faire qu'à partir des années 1930. Et donc c'est une maladie qui est terrible parce que ça fait tousser et les gens s'étouffent en fait à force de tousser. Donc l'héroïne ne soigne pas la tuberculose mais est antitussive, donc elle soulage la toux et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, parce que les patients sont au moins soulagés de ces toux absolument horribles. Dans tout ça, les psychotropes dans la population au 19e siècle, eh bien, ils sont très utilisés. D'abord, ils sont très utilisés pour pratiquer l'automédication dans un contexte où le médecin, ça coûte très cher, il n'y en a pas beaucoup, et c'est des professionnels de santé d'élite qui sont pas encore vraiment des professionnels reconnus par l'ensemble de la population. Donc les gens se soignent d'abord par eux-mêmes. Si la maladie dure, ils vont aller voir les professionnels de santé de leur communauté. Et ensuite, si vraiment c'est trop important, ils vont faire appel au médecin. Donc les gens, ils ont des connaissances sur les substances psychotropes qui poussent autour de chez eux, encore comme au Moyen Âge, d'autant plus qu'au XIXe siècle, les médecins transmettent dans la population générale des contenus de vulgarisation médicale pour apprendre aux gens à se soigner par eux-mêmes avec les psychotropes, parce que c'est un moyen pour eux d'être reconnus comme des professionnels de santé compétents. Donc il y a des recettes dans la presse populaire pour faire, par exemple, des potions à la cocaïne contre les piqûres de moustiques, pour soulager les piqûres de moustiques. Ce genre de choses, ça existe. Vous voyez une femme ici qui pose avec un énorme plant de cannabis derrière elle. On vend des dragées, des pastilles, des cigarettes au cannabis, à la cocaïne, et puis évidemment l'alcool, qui est la substance de choix pour les problèmes de santé mentale. Je vous disais aussi que les psychotropes ont accompagné la croissance du capitalisme au XIXe siècle, parce qu'il y a des nouveaux rythmes de travail qui n'existaient pas avant, et donc on va devoir se lever tôt, travailler beaucoup plus d'heures dans la journée, et ensuite on doit récupérer pendant la nuit pour pouvoir à nouveau retravailler. Et donc on trouve dans la presse aussi, des recettes, par exemple, je vous l'ai mis là pour que vous puissiez la refaire chez vous si vous voulez, des recettes de gâteaux à la coca, et à côté de ces recettes, vous avez des articles de médecins qui expliquent que la coca est une substance stimulante à la fois physique et psychique, et que donc c'est très positif pour pouvoir travailler ou pour pouvoir produire un travail intellectuel. Cet usage de la coca, il va aussi accompagner l'émergence du sport moderne, avec des médecins qui écrivent dans la presse que la coca, c'est très bon pour les sportifs, et notamment ceux qui font du vélo. Donc on a des courses de vélo qui s'appellent la Coca Cup. On a des boissons qui ont des noms liés à la coca spécifiques pour les gens qui font du sport. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait normal à cette époque-là. Et à partir du moment où la cocaïne devient utilisée, vous avez des chevaux de course qui s'appellent cocaïne. Alors, c'est pour la performance, mais c'est aussi pour dormir. Et alors, j'ai pas trouvé de publicité en français, mais ça a certainement dû exister aussi. Évidemment, pour les populations ouvrières, si vous avez votre bébé qui pleure toute la nuit et que vous ne pouvez pas récupérer assez de sommeil, eh ben, vous allez mal travailler le lendemain ou vous allez vous blesser. Et donc, il faut absolument que vous puissiez dormir la nuit. Donc on fait ce type de publicité où on encourage les parents à donner de l'opium à leur bébé pour qu'ils dorment, voire pour qu'ils dorment aussi toute la journée, puisque les parents n'ont pas l'argent pour payer de babysitter pendant qu'ils travaillent dans la journée. Donc on leur en donne la journée et la nuit, et évidemment ça a des conséquences dramatiques sur la santé des enfants. Les psychotropes sont aussi utilisés pour faire la fête, pour le plaisir, et il n'y a aucune condamnation morale de ça à l'époque au XIXe siècle. Ce que disent les médecins, c'est simplement user, ne pas abuser. Donc c'est assez sain comme recommandation. Donc on trouve plein de contenus, des publicités, des romans, des tableaux, des contenus artistiques qui présentent cet usage des psychotropes. Vous voyez, jusqu'à assez tard, vous voyez qu'en 1907, on trouve encore des publicités dans la presse française pour des cigarettes au cannabis, pour fumer du bonheur, de l'esprit et du rire.
Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait normal à cette époque. Et le vin Mariani que vous avez au milieu, qui est une boisson alcoolisée à la coca, qui est la boisson la plus célèbre au monde du 19e siècle, qui va être exportée aux États-Unis, où un pharmacien va recopier cette recette et va inventer le Coca-Cola, donc la boisson la plus connue du siècle suivant. Alors, la fin du 19e siècle, c'est aussi le moment où les médecins vont décrire pour la première fois le phénomène de l'addiction à partir de l'usage de la morphine. Et ce dont ils se rendent compte immédiatement, c'est que la plupart des gens qui deviennent addicts à la morphine le sont à cause d'une prescription médicale. Donc ça, c'est les données que j'ai pu retrouver dans ma thèse. Donc vous voyez que 88% des femmes morphinomanes et 84% des hommes le sont devenus à cause d'une administration d'un médecin qui, ne connaissant pas les effets addictifs de la morphine, en a prescrit trop, sans prévenir les patients évidemment de ce phénomène-là. Vous voyez aussi les différentes pathologies qui amènent à cette addiction. Et donc ça, c'est un problème extrêmement grave pour le corps médical à cette époque, puisque au moment où les médecins accèdent à la légitimité aux yeux de la population, qui fait de plus en plus appel à eux, ils se voient aussi responsables de la création, de l'invention d'une nouvelle maladie. Donc ça va poser de gros problèmes pour les médecins qui vont orienter leur défense en ne décrivant plus dans leurs articles sur la morphinomanie qu'un type très particulier de morphinomane qu'ils inventent de toutes pièces, qui est la morphinée. Donc la morphinée, c'est une femme qui est libre, qui consomme de la morphine pour trouver un plaisir qu'elle ne trouve pas avec les hommes. Donc vous revoyez cette image que je vous ai présentée un petit peu avant, on voit que des femmes entre elles, très dénudées, dans un intérieur luxueux. Donc il y a cette idée que voilà, les femmes ne trouvent pas de plaisir satisfaisant avec les hommes et donc vont se tourner vers la morphine. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement condamné à cette époque-là. On associe le désir d'avoir le droit de voter à la consommation, au désir des femmes de réclamer le droit à la morphine. Et donc voilà, le corps médical va focaliser sa défense en disant oui, ces femmes, elles ont découvert la morphine à partir d'une prescription médicale, mais en fait, elles étaient vicieuses à la base, et c'est pour ça qu'elles sont devenues dépendantes à la substance. Donc c'est pas vraiment notre faute. Cette défense, elle va très bien fonctionner, comme vous pouvez le voir, hein, il y a des livres, des chansons, des pièces de théâtre, ensuite des films, des tableaux qui vont être produits sur cette morphinée, et on en trouve vraiment dans toute la société de l'époque, et il y a une condamnation très forte. Et ben, j'avais oublié de vous mettre ça, donc c'est un petit texte qui reprend en fait les productions artistiques reprennent les représentations qui sont diffusées par les médecins à cette époque-là. Même si la morphinomanie devient un thème très important et la toxicomanie en général à la fin du 19e siècle, en réalité c'est l'alcoolisme qui pose le plus de problèmes. Vous voyez que le nombre de personnes internées explose au 19e siècle et l'alcoolisme est une des causes les plus importantes de l'internement des personnes dans les asiles psychiatriques. Vous voyez qu'entre 25 et 40%, selon les moments et selon les institutions, entre 25 et 40% des gens qui sont internés le sont à cause de l'alcoolisme. Et donc même si la morphinomanie est très présente, en fait, on n'en retrouve quasiment pas en fait, des gens qui sont morphinomanes à cette époque-là. Vous voyez que dans les hôpitaux à Paris, entre 1885 et 1913, j'ai retrouvé seulement 384 personnes qui sont internées. Et certainement que dans ces 384, il y en a qui ont été internés dans plusieurs hôpitaux différents. Donc le chiffre est encore plus réduit en réalité. Donc la fin du 19e siècle, c'est un moment de crispation autour des psychotropes, avec une morale bourgeoise qui se met en place, qui valorise le travail et qui voit d'un mauvais œil ces gens qui consomment, selon les représentations de l'époque, et qui vont perdurer jusqu'à aujourd'hui, des psychotropes pour ne plus se charger du rôle qu'ils doivent traditionnellement avoir pour la société. Vous voyez qu'on a un médecin qui s'appelle Henri Quimbet qui dit que le morphinomane est essentiellement paresseux et improductif, et c'est ça qui est un problème. Donc vous avez plein de représentations qui montrent les gens qui consomment des psychotropes comme des fêtards, comme des gens qui ne bénéficient plus à la société. Le discours, il va s'accentuer pendant la Première Guerre mondiale, au moment où
on s'inquiète de ce que la population, les soldats ne soient pas assez forts pour pouvoir gagner la guerre, et donc on va il y a des discours qui disent qu'il faut absolument interdire les psychotropes pour protéger la force des soldats. En plus, au même moment, il y a une propagande dans la presse en France qui dit que l'Allemagne, donc c'est en Allemagne que les usines de cocaïne les usines pharmaceutiques de cocaïne et de morphine étaient les plus importantes à cette époque-là. Et donc il y a une propagande qui dit que l'Allemagne, sciemment, a organisé l'empoisonnement de la population française depuis des décennies en déversant la morphine et la cocaïne en France. C'est ce qu'on voit dans la caricature que vous avez à gauche. Donc tout ça inquiète beaucoup le gouvernement français qui va voter en 1916 la première loi qui interdit l'usage de certains psychotropes en dehors d'une prescription médicale. Donc le corps médical obtient le monopole sur ces produits-là. Théoriquement, c'est quelque chose qui est censé protéger l'usage médical, mais en réalité, désormais, ces substances, elles ne sont plus vues que comme des drogues dangereuses, et donc elles vont perdre progressivement leur statut de médicament. Et vous voyez qu'on choisit certaines substances et pas d'autres, pas l'éther par exemple, parce que l'éther on en produit en France et que ça rapporte beaucoup d'argent à la fois aux industriels et au gouvernement français. L'alcool dans tout ça, l'alcool est toujours très valorisé, va de plus en plus être présenté comme une substance qui est traditionnelle, alors que par exemple le chanvre fait partie aussi du patrimoine français depuis peut-être même plus longtemps que la bière ou le vin. Donc l'alcool devient vraiment le produit psychotrope qui, lui, ne pose pas de problème. Et donc vous voyez qu'on fait des publicités, ça c'est le gouvernement français qui fait des publicités pour dire que le vin est très bon et correspond, et très nourrissant, par exemple pendant la guerre. C'est seulement en 1956 que dans les cantines françaises à l'école, on va arrêter de donner de l'alcool aux enfants en dessous de 14 ans. Et vous voyez qu'aujourd'hui, même si la consommation d'alcool baisse, il y a encore beaucoup de problèmes en fait, qui sont liés à cette consommation-là. Notamment parce que c'est banalisé et parce qu'on a ces discours qui présentent encore la consommation de vin, par exemple, comme étant bonne pour la santé. Alors, dans tout ça, il y a deux derniers types de substances que je voulais vous présenter dans l'histoire, et j'espère qu'on aura un petit peu de temps pour les questions après. Ces deux substances qui vont être inventées ou redécouvertes dans les années 1950 et qui vont ouvrir une troisième voie pour la psychiatrie. Avant, on avait seulement les thérapies de choc, comme les électrochocs par exemple, ou la psychanalyse, mais la psychanalyse n'était pas accessible à la plupart des patients parce que ça coûtait trop cher. Et on va inventer la psychopharmacologie, avec deux types de substances donc, qui sont opposées. D'un côté, les neuroleptiques qui commencent à être diffusés à partir de 1954, et c'est une équipe française à Sainte-Anne à Paris qui les découvre. Et puis de l'autre côté, on va commencer à utiliser les psychédéliques qui sont redécouverts par l'Occident depuis la fin du 19e siècle pour produire des psychothérapies. Alors très rapidement sur les psychédéliques, dès la fin du 19e siècle, l'Occident s'intéresse à nouveau à ces substances-là à partir de va découvrir la mescaline à partir du cactus peyote. Ça donne lieu à quelques expérimentations, mais c'est vraiment à partir de la découverte du LSD qui fait effet à de très faibles doses de l'ordre du microgramme que la recherche va vraiment exploser sur les psychédéliques. En 1958, on découvre la psilocybine. Là aussi, la France est très engagée dans cette recherche-là. Donc pendant la période de la fin des années 40 au début des années 70, le LSD en particulier, c'est l'une des substances médicamenteuses les plus étudiées au monde. Vous voyez les différents types d'indications, les principales indications dans lesquelles on va l'utiliser. Mais très rapidement, il va y avoir un moment de panique morale, on appelle ça. Ça veut dire qu'il y a un emballement médiatique autour de ces substances dans un contexte où la contre-culture s'approprie le LSD. Et donc on va lier la contre-culture à la consommation de LSD en disant que les gens qui s'opposent à la guerre du Vietnam, qui réclament des lois, une législation égalitaire avec les Noirs, avec les femmes, avec les homosexuels, tous ces gens-là, en fait, ils sont drogués. Et donc c'est pour ça qu'ils s'opposent à la société à leur société. Et donc on va condamner l'usage des psychédéliques dans la population. La France est le premier pays au monde à interdire, à classer les psychédéliques dans le tableau des stupéfiants, et tout ça va donner lieu à l'arrêt des études qui n'ont toujours pas repris en France actuellement, alors qu'elles reprennent depuis une vingtaine d'années dans la plupart des pays occidentaux.
Les deuxièmes substances, donc c'est les neuroleptiques qui vont produire une vraie révolution dans la psychiatrie. C'est vraiment vécu comme ça par les acteurs de l'époque, à la fois du côté du corps médical, mais aussi des patients, parce que pour la première fois, des gens qui étaient schizophrènes, par exemple, et qui donc, jusque-là, allaient passer leur vie dans des institutions à partir du moment où ils déclenchaient leur première crise psychotique, à partir de ce moment-là, on va pouvoir ouvrir les hôpitaux, ils vont pouvoir rentrer chez eux et avoir une vie qui soit à peu près normale. Donc, dans les années 60 en particulier, c'est un progrès énorme en fait de la psychiatrie. Mais malheureusement, c'est des substances qui sont aussi utilisées aujourd'hui de plus en plus en dehors des autorisations de mise sur le marché, enfin en dehors de leurs indications principales, et qu'on va en particulier administrer beaucoup aux femmes dans les cas de dépression. Vous voyez qu'il y a 15% de femmes contre 8% d'hommes qui prennent des médicaments psychotropes aujourd'hui. On peut vraiment se questionner à partir de ces chiffres-là sur pourquoi est-ce qu'on administre plus ces substances aux femmes. Est-ce que c'est un moyen finalement de maintenir le contrôle social, c'est-à-dire de permettre aux femmes de fonctionner. Vous voyez que maintenant, elles peuvent cuisiner à nouveau le petit déjeuner sans qu'elles remettent en question en fait la société dans laquelle elles vivent et qui les font souffrir. Voilà, donc je vais doucement vers ma conclusion. Qu'est-ce que c'est les psychotropes aujourd'hui? Eh ben, on a avec Internet beaucoup plus de diversité d'offres avec les drogues de synthèse qui sont disponibles. On a beaucoup de contenus de réduction des risques, mais qui ne sont pas forcément accessibles pour, par exemple, les adolescents qui vont faire leurs premières expériences. Il faut déjà être initié pour avoir accès à ces contenus. La réémergence du cannabis médical et des psychédéliques en médecine depuis la fin des années 90, le début des années 2000. Toujours un très fort usage de médicaments psychotropes en France. Et je vous ai mis l'illustration ici à droite. Quand j'ai commencé mes recherches sur les psychotropes, j'avais fait une revue de la presse médicale à cette époque-là. Et donc ça, c'est sur l'Express, je crois, j'avais dû taper psychotrope ou je sais plus ce que j'avais mis dans la barre de recherche. Et ça m'a mis ces deux articles exactement comme ça, l'un en dessous de l'autre. Donc on a un premier qui s'appelle Guronzan, Phytose, Mémoboost, comment bien se doper pour le bac. Donc on encourage des adolescents à prendre des produits. Et puis juste en dessous, cannabis, cocaïne, MDMA, l'inquiétude, vitalité du marché de la drogue en Europe. Donc ça m'avait fait rire ce décalage. Et puis je mets toujours un focus sur la drogue. Quand quelqu'un dit la drogue, étant donné la variété des substances, de leurs effets, de leur impact sur la santé, ça veut dire que la personne qui écrit ça n'a aucune connaissance sur ces produits. Voilà, je termine avec cette lettre du RESPAD, avec cette difficile réémergence des psychédéliques en France, où on a, comme je vous le disais, toujours pas d'études qui ont reprise, mais normalement en 2024, ça devrait être bon. Et donc c'est assez passionnant pour moi en tant qu'historienne de voir cette progressive réhabilitation des psychédéliques et de pouvoir participer à déconstruire les représentations qu'on peut avoir sur ces substances, ou en tout cas comprendre comment on est arrivé à la situation actuelle où on a peur de ces produits alors qu'elles étaient à l'origine des médicaments. Voilà, je vous remercie. Je vous mets mon mail si vous avez besoin de me poser des questions, n'hésitez pas. Et puis sur mon site internet, vous allez retrouver toutes les publications, les autres conférences que j'ai pu faire sur tous ces sujets-là. Merci beaucoup. On aurait pu passer des heures à t'écouter. Moi, j'ai juste une question qui me trotte là par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je sais que les historiens ils viennent toujours plus tard pour analyser les choses, mais comment toi tu analyserais la situation qu'on connaît aujourd'hui en France par rapport aux psychotropes, et notamment avec la difficulté qu'on a, que la France a du mal à mettre en place, notamment le cannabis thérapeutique. On voit que c'est hyper compliqué, c'est toujours pas gagné. On est toujours dans de toute façon en France, on est toujours dans l'expérimentation malgré on peut avoir des données d'autres pays, mais comment toi tu pourrais analyser les choses en tant qu'historienne? Et aujourd'hui, on a l'impression de faire marche arrière par rapport à quelques années encore, voilà, sur les psychotropes, voilà. Oui, c'est assez passionnant de voir à quel point la France a une histoire spécifique avec ces substances-là. Ça date de la fin du 19e siècle, ce que j'ai présenté vraiment très rapidement, le moment où le corps médical se voit responsable de l'apparition de la morphinomanie, donc créer ce nouveau phénomène de l'addiction. Et ça va peser tellement fort en fait sur les représentations des médecins que chaque nouvelle substance psychotrope qui potentiellement peut être utilisée en dehors d'un contexte thérapeutique légitime pour le corps médical va être condamnée.
parce que le corps médical veut absolument se protéger et ne veut pas en fait voir ce phénomène se reproduire. Donc c'est valable pour l'héroïne qui va très vite être abandonnée en France alors que c'est toujours un médicament par exemple en Suisse ou en Angleterre. Le cannabis évidemment qui va disparaître au début du XXe siècle en médecine. Et voilà, on revoit ça vraiment sur chaque substance. En France, dès que la substance commence à vraiment être utilisée en dehors du contexte médical, le corps médical se protège et arrête de l'utiliser. Et une fois que ça s'est mis en place, il faut des décennies pour pouvoir réhabiliter la substance. C'est ce qui se passe avec la morphine, qui est donc progressivement abandonnée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. On continue de l'utiliser, mais on l'utilise de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. On en utilise à peu près 2 tonnes de morphine au début du XXe siècle dans les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est pas du tout l'endroit où on utilise le plus de morphine, puisque à cette époque-là, il n'y a pas de sécurité sociale, donc les gens qui vont à l'hôpital, c'est les pauvres en réalité. Donc on ne sait pas quelle quantité de morphine était utilisée par les praticiens dans leur pratique privée, mais donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Et dans les années 1980, donc un siècle plus tard, on n'utilise plus que 27 kilos de morphine en France. Donc on a presque abandonné cet usage de la morphine et il a fallu des décennies pour la réhabiliter. On a presque 30 ans de retard à cette époque-là avec les pays anglo-américains qui, à partir de la fin des années 50, début des années 60, refont des études sur la morphine pour dire, bon, finalement, quand c'est utilisé dans un contexte médical, et qu'on maîtrise la substance, bah, c'est pas si dangereux, ça cause pas vraiment de phénomène addictif, et donc il faut réhabiliter. Et nous, en France, on va attendre la fin des années 90 pour faire ce processus-là. Donc traditionnellement, en France, on a vraiment cette réticence, on attend que on interdit, on arrête d'utiliser, et puis ensuite on attend que tout le monde autour de nous réhabilite, fasse toutes les études possibles pour pouvoir se dire, bon, ça a l'air à peu près sûr, on peut recommencer à utiliser ces substances-là. Donc oui, c'est une situation qui est complexe et pour le cannabis, effectivement, c'est à la fois, enfin, pour les psychédéliques, ça nous donne peu d'espoir parce qu'on a justement cet exemple du cannabis où on voit que depuis les années 90, ça n'en finit pas de ne pas être réhabilité. Et donc, est-ce que les psychédéliques vont suivre le même processus ou est-ce que ça va aller plus vite? Ça, pour l'instant, on ne peut pas le dire, mais voilà, il y a cette réticence qui est très forte et qui est bien là. On va s'arrêter là, l'heure est passée. Zoé, je te remercie beaucoup d'être intervenue. Je vois s'il n'y a pas d'autres questions, donc ça n'a pas l'air. On se retrouve donc le 31, alors donc ça ne sera pas dans un mois pile, mais avant, on a dû décaler l'horaire pour l'intervenant aussi, donc on se retrouve le 31 du mois, là, à l'horaire habituel, donc entre 8 et 9, et le sujet sera la PUF. Merci beaucoup encore et puis très bonne Merci. soirée à vous. Merci beaucoup, à bientôt tout le monde. Merci, au revoir.